Dans cet exercice, le numéro 100, donc un min-pond en voie PC 2016-2017, on demande d'abord l'existence d'une famille de polynômes Tn, vérifiant Tn de cos x égale cos de nx pour tout x dans 0, 1, et on demande son degré. Cette famille de polynômes-là, enfin, on demande aussi l'unicité, c'est une famille de polynômes qui est très connue, il s'agit de la famille des polynômes de Chebyshev. Alors il y a différents polynômes de Chebyshev, mais c'est une des familles des polynômes de Chebyshev, donc avec cette relation-là. Il faut la connaître, c'est la réponse à cette question-là est extrêmement classique. Ensuite, on vous demande de démontrer que ceci définit un produit scalaire sur R crochet X. Il faut savoir que ce produit scalaire, c'est un produit scalaire qui est fortement lié avec les polynômes de Chebyshev. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va voir que Tn, c'est une base orthonormale de R crochet X. Et on pourrait même démontrer que Tn, c'est la base, enfin, elle est pas, d'ailleurs, on va démontrer qu'elle n'est pas orthonormale, mais orthogonale, contrairement à ce que demandait l'énoncé. Mais c'est la base orthogonale qu'on obtient avec le procédé de Gram-Schmidt, alors qui lui donne une base orthonormale, mais si on ne normalise pas, on va obtenir cette base-là. Ensuite, on vous demande la distance de x carré f, donc là il s'agira de faire une projection orthogonale, et comme on aura trouvé une base orthonormée, ça ira plutôt bien. Donc, plusieurs fois dans cet exercice, on va utiliser cette formule-là, donc cos A plus B plus cos A moins B égale 2 cos A cos B, alors qui peut se démontrer de différentes manières, mais par exemple, pour le démontrer de manière efficace, on peut se dire que cos A plus B plus cos A moins B, c'est la partie réelle de exponentielle IA plus B plus exponentielle IA moins B, et en mettant exponentielle IA en facteur, il va nous rester exponentielle IB plus exponentielle moins IB. Ce exponentielle IB plus exponentielle moins IB, ça nous fera 2 cos B, donc qui est un réel qu'on pourra sortir de la partie réelle. Et du coup, on va trouver que ça fait 2 fois cosinus B fois la partie réelle de EIA, donc fois cosinus A. Donc on va tomber sur cette formule-là. Bon, en tout cas, c'est une formule que vous connaissez peut-être. Moi, je vous avouerai que je ne les apprends pas par cœur, je les retrouve. Bon, en tout cas, derrière, on va supposer, donc on va d'abord démontrer l'unicité ici. Donc on va supposer qu'il y a deux polynômes vérifiant la même relation. Du coup, pour tout y dans moins 1, on peut l'écrire sous la forme cosinus x, avec x appartenant à 0 pi. Et donc, p moins q de y, ça fera p de y moins q de y. Donc, p de cos x moins q de cos x. Et donc, ça fera cos nx moins cos nx, c'est-à-dire 0. Ce que je viens de démontrer ainsi, c'est que le polynôme p moins q a une infinité de racines. Tous les éléments de moins 1 fermés sont racines de p moins q. Et donc, comme ce polynôme a une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Et comme c'est le polynôme nul, on obtient que p égale q. Donc, on a obtenu l'unicité en disant que si on a deux polynômes qui le vérifient, alors ils sont égaux. Donc, il y a bien unicité. Et ça, c'était valable pour tout n dans n. Ensuite, pour démontrer l'existence, on va faire ça par récurrence. Donc, en supposant HRN, mon hypothèse de récurrence, il existe Tn appartenant à R crochet x tel que Tn de cos x égale cos nx pour tout x dans 0 pi. Donc pour n égale 0, on veut démontrer qu'il existe un polynôme t0 tel que t0 de cos x égale cos de 0x, c'est-à-dire 1. Donc il suffit de prendre le polynôme constant égale 1. Comme ça, quand on va calculer t0 de cos x, ça va faire 1. Et c'est bien égal à cos de 0x. Pour n égale 1, on cherche un polynôme tel que t1 de cos x égale cos x. Il suffit de prendre t1 égale x. Comme ça, t1 de cosinus x, ça fera cosinus x. Donc on va prendre n dans l'étoile, on va supposer HRK vérifié pour tout k plus petit que n. Et on va prendre pour tout x dans 0 pi, on va regarder ce que vaut cosinus n plus 1x. Donc le but étant ici de faire apparaître du cosinus nx et du cosinus x et du cosinus n moins 1x. Parce que tous ces polynômes-là, on sait qu'on va pouvoir les écrire avec, la relation de récurrence vérifiée avant. Ça pour HR1, ça pour HRN, ça pour HRN-1. Et donc cette formule, elle vient d'où? Elle vient encore une fois de cette formule-ci, en prenant A égale n, B égale 1, et en passant ce terme-là, cosinus A moins B, de l'autre côté. Enfin, A égale nx, B égale x, pardon. Donc on obtient ça, et on obtient cette écriture-là. Et donc il suffit de prendre le polynôme 2x tn, moins tn moins 1, pour tn plus 1, ça convient. Donc on a démontré comme ça par récurrence qu'il existe un polynôme tn vérifiant ça. L'unicité prouvée à la question d'avant me dit qu'en plus, cette relation de récurrence-là, elle est vérifiée par cette suite de polynômes. Donc on a pour tout n dans n, tn plus 1 égale 2xtn moins tn moins 1. Alors ensuite, maintenant qu'on a démontré l'existence d'unicité d'une suite de polynômes, qu'on a démontré qu'elle vérifie cette relation de récurrence-là,
il est immédiat, enfin il faut quand même l'écrire, mais ça marche très bien, de montrer par récurrence que le degré de Tn est égal à n, et que le coefficient dominant de Tn est égal à 2 puissance n-1. Donc attention, commencez bien n égale 1, parce que cette relation-là, le coefficient dominant, n'est pas valable pour n égale 0. Bon, alors ensuite, on vous demande de démontrer que ceci est bien un produit scalaire. Donc la première chose à faire là-dedans, c'est de bien vérifier que cette intégrale-là converge. Parce qu'ici, on voit qu'on va avoir un problème pour t égale 1 et pour t égale moins 1. Donc on a un problème de convergence en 1 et en moins 1. Donc pour regarder ces problèmes de convergence, on va d'abord rappeler que la fonction qui était à l'intérieur est continue sur moins 1 ouvert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème ici. Ensuite, on va regarder ce qui se passe en 1. Et en 1, quand on regarde notre fonction, eh ben, au numérateur, on a ça. Au dénominateur, on a racine de 1 plus t. Donc je vais isoler la racine de 1 plus t. Cet ensemble-là a une limite quand t tend vers 1, parce que c'est une fonction qui va être continue, au moins sur 0,2 par exemple, ici. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de 0. Je répète, j'ai écarté le 1 t ici. Donc comme elle est continue sur 0,2, elle va être en particulier continue en 1, donc elle a une limite finie en 1, et donc elle est bornée aussi au voisinage de 1. Et comme elle est bornée au voisinage de 1, on va obtenir que c'est un grand taux de 1 sur racine de 1 moins t. Donc j'ai laissé le 2 ici parce que celui-là je l'ai laissé tel quel, mais c'est un grand taux de 1 sur racine de 1 moins t. Du coup, cette fonction-là, comme c'est un grand taux de 1 sur racine de 1 moins t, et 1 sur racine de 1 moins t est intégrable sur 0,1. Pourquoi? C'est en fait du 1 sur 1 moins t puissance 1 demi. Et on sait que l'intégrale de 1 sur t-a puissance alpha dt entre a et b est convergente si seulement si alpha est strictement plus petit que 1, c'est du Riemann, et le alpha que j'ai pris ici vaut 1,5. Pareil en moins 1, sauf que cette fois-ci on va prendre tout ce bloc-là, qui va me faire une fonction qui va être continue en moins 1, donc bornée au voisinage de moins 1, et du coup on va avoir un grand taux de 1 sur racine de 1 plus t, et du coup c'est intégrable sur moins 1, 0. Donc du coup c'est intégrable sur 0, 1 et sur moins 1, 0, donc c'est intégrable sur moins 1, 1. Et donc en particulier l'intégrale converge, et donc mon polyscalaire est bien défini pour tout polynôme P et Q dans R crochet X. Donc ensuite, maintenant qu'on a démontré que ce polyscalaire avait un sens, on peut vérifier les propriétés qu'il doit vérifier. Donc d'abord la linéarité à gauche, donc on prend lambda P plus Q scalaire R, et globalement on va utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à addition, puis la linéarité de l'intégrale, et l'intégrale convergente, et donc on obtient directement la linéarité à gauche. La symétrie, c'est juste par symétrie du produit de réel, P de t, Q de t égale Q de t, P de t. Comme elle est symétrique linéaire à gauche, elle est bilinéaire. Et maintenant, on va regarder le caractère défini positif. Donc d'abord le caractère positif, je prends un polynôme P dans R crochet X quelconque, et quand je calcule P scalaire P, je tombe sur cette intégrale-là. Et on va noter que ce qui est à l'intérieur de l'intégrale est positif. Les bornes sont dans le bon sens, l'intégrale est convergente, donc du coup, cette intégrale-là va être positive. Donc j'obtiens bien que le produit scalaire est positif. Enfin, le produit scalaire, mon application est positive. Ensuite, il faut regarder le caractère défini. Donc cette fois-ci, je prends un P dans R crochet X vérifiant P scalaire P égale 0. Donc la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale quand je calcule P scalaire P, donc cette fonction-là, elle vérifie plusieurs propriétés, mais notamment qu'elle est continue et positive. Les bornes sont différentes. Et donc, on sait, par stricte positivité de l'intégrale, que cette intégrale-là est nulle, si et seulement si ma fonction intérieure va être constante égale à 0, sur moins 1, 1 ouvert. Donc ça me dit que sur moins 1, 1 ouvert, P de t égale 0, et attention à ne pas conclure trop hâtivement que P est nul. Je vous rappelle que P ici c'est l'objet polynôme, là on parle de la fonction polynomiale qui s'annule sur moins 1, 1. Et donc l'argument à utiliser pour obtenir que P est nul, c'est de dire que mon polynôme P a donc une infinité de racines, parce que tous les éléments de moins 1, 1 ouvert sont racines de P. Et comme P a une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Donc du coup mon polyscalaire est bien défini, et on a toutes les propriétés pour pouvoir affirmer que c'est un polyscalaire sur R crochet X. Donc ensuite on a calculé Tn scalaire Tn, pour regarder si c'est une base orthonormale. Donc on va d'abord regarder si c'est normé. Donc on prend n dans une étoile, on calcule Tn scalaire Tn. Et ici on va faire un changement de variable. On va poser t égale cos θ. On est tenté de faire ça parce qu'on a vu qu'on avait une propriété pour Tn. Tn de cos θ égale cos nθ. Donc θ égale arc cosinus θ. C'est un changement de variable de classe C1 strictement décroissant sur moins 1, 1 ouvert. Il reste une objection de moins 1, 1 ouvert sur 0 pi ouvert.
Donc vous remarquez qu'ici on est obligé d'enlever les valeurs moins 1 et 1 parce qu'arcosinus n'est pas dérivable en moins 1 et 1, mais ça tombe bien, on fait un changement de variable sur l'intégrale impropre. Donc on a le lien entre dt et dθ, et enfin on sait que cette intégrale-là converge parce qu'on l'a prouvé à la question précédente, donc on peut effectuer le changement de variable directement sur l'intégrale impropre, et ça nous dit que cette intégrale-là est convergente et qu'il y a égalité. Et quand je calcule mon intégrale qui est ici, j'obtiens l'émetteur racine de sinus carré t. La racine de sinus carré θ, pardon, ça va faire sinus θ. Pourquoi? Parce que sinus θ est positif et qu'on est sur intervalle 0π ouvert. Donc racine de sinus carré θ, c'est sinus θ. Et donc on va pouvoir simplifier par sinus θ. Et on se retrouve avec un cos carré de nθ. Et on va utiliser encore une fois une formule habituelle. Cos carré de nθ, c'est 1 plus cos de nθ sur 2. Et attention ici, cette formule, elle est valable. Ici, derrière, on va intégrer. Et la primitive de cos de nθ, ça fait bien sinus de nθ sur 2n. Donc avec le 2 qui ensuite ça fera un 4n. Si n est différent de 0. C'est pour ça qu'ici on a pris n dans une étoile. Pour ce calcul-là à la fin. Et donc ça va me faire pi sur 2. Maintenant, donc déjà on se rend compte que ça ne fera pas une base orthonormale, contrairement à ce que dit l'énoncé. Maintenant, on va regarder pour t0. Donc pour n égale 0, quand on calcule, c'est direct ici. C'est l'intégrale de 1 sur racine de 1 moins t2. Et on a une primitive, un arc sinus qui apparaît. Et donc ça va faire pi. Donc encore une fois, ce n'est pas des vecteurs normés. t0 et tn ne sont pas des polynômes normés pour la norme associée au produit scalaire défini dans la question d'avant. Ensuite, on va quand même démontrer que c'est une famille orthogonale. Donc on va faire la même chose, on va poser le même changement de variable. Et on va retomber sur cette formule-là. Et on a vu, toujours pareil, la même formule que celle qui est donnée au début de l'énoncé, me permet d'écrire sous cette forme-là. Et comme j'ai supposé que n était différent de k, et ils sont tous les deux positifs, n plus k et n moins k vont être non nuls, donc je peux intégrer. Et du coup, j'obtiens que ça fait 0, parce qu'évaluant 0, ça fait 0, évaluant pi, ça fait 0. Donc ma famille, en fait, elle est non pas orthonormale, mais orthogonale. Alors, on vous demandait de démontrer que la famille Tn pour tout n dans n est une base orthonormale de R crochet X, donc déjà elle sera orthogonale, mais c'est une base de R crochet X. Donc attention ici, on a quand même un problème, c'est qu'on est dans un espace de dimension infinie, donc il faudra faire attention à ce qu'on va dire. Mais déjà, on va remarquer que si on s'arrête à un petit n, donc si on prend les tk pour k variant de 0 à n, on a une famille libre parce que les degrés sont échelonnés. Je vous rappelle qu'on a dit que les degrés de tk c'était égal à k. Ou alors on peut utiliser le fait que c'est une famille orthogonale ne comportant pas le polynôme nul. Donc ça marche aussi. Et donc c'est une famille qui est formée aussi de n plus 1 polynôme de Rn crochet x, qui est un espace de dimension n plus 1. Donc libre avec le bon nombre de polynômes. Donc c'est une base de Rn crochet x. Alors le fait que ce soit une base de Rn crochet x, c'est intéressant parce que si je prends un polynôme quelconque de R crochet x maintenant, je prends le degré n, donc je note n sur le degré. Et comme ma famille ici, tk pour k variant de 0 à n est une base de Rn crochet x, p va se décomposer dans la base tk. Et du coup, ce polynôme p va aussi se décomposer dans la famille tn. Vu qu'on a trouvé une décomposition dans tk, on a une décomposition dans l'ensemble des polynômes tn. Donc je viens de démontrer que ma famille tn est une famille génératrice de R crochet x. En plus, elle est libre, toujours pareil, soit parce qu'elle est orthogonale sans le polynôme nul, soit parce qu'il y a des degrés échelonnés. Donc c'est une base orthogonale de R crochet x. Donc ensuite, on vous demande de calculer la distance de x2 à f, où f c'est R1 crochet x. Donc l'idée c'est qu'on voit que les polynômes qu'on considère ici sont éléments de R2 crochet x finalement. Donc on a R1 crochet x et x2. Et donc on va se passer là-dedans, on va considérer le produit scalaire qui est induit par le produit scalaire qu'on avait défini dans R crochet x, mais restreint à R2 crochet x. Et du coup, on obtient que T0, T1, T2, ça va être une base orthogonale de R2 crochet x. 1x, donc c'est une sous-famille de cette famille-là, c'est une base de f, donc qui était R1 crochet x. Et on a donc f étant somme directe orthogonale avec 2x2 moins 1. Et cette somme directe orthogonale est égale à R2 crochet x. Donc du coup, maintenant on veut calculer le projeté orthogonal de x2 sur R1 crochet x. Donc pour calculer ce projeté orthogonal, on a besoin de la décomposition de x2 dans cette somme directe là. Et on remarque que x2 c'est la moitié de 2x2 moins 1 plus 1 demi. Où 1 demi de 2x2 moins 1 appartient à cet espace vectoriel engendré par 2x2 moins 1. Et 1 demi appartient à f.
Et donc du coup, comme on a trouvé la décomposition du x2 dans cette somme directe, qui est une somme directe orthogonale, on obtient que 1,5 est le projeté orthogonal du x2 sur un crochet x. Et du coup, maintenant qu'on a le projeté orthogonal, on sait que la distance du x2 à f, c'est la norme de x2 moins son projeté orthogonal. Et donc, en fait, c'est la norme de 1,5 de t2, parce qu'on reconnaît ici que ça fait la moitié de t2. Et du coup, la norme de t2, on a trouvé que c'était du racine de pi sur racine de 2. Donc ça fait 1,5 de racine de pi sur racine de 2.